Bonjour, aujourd'hui nous recevons Hugues Robert. Bonjour. Voilà, donc soyez le bienvenu, vous êtes journaliste et aveyronnais. Absolument. Nous vous recevons en exclusivité, vu que hier vous étiez sur Arte et avant-hier vous étiez sur TV5 Monde. C'est tout à fait ça. C'est à l'occasion des 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie que vous avez écrit ce bouquin. Ça s'appelle Journal d'un pacificateur. Voilà. Alors, ça a été écrit à deux mains, ce livre, on va dire. Vous avez exhumé les lettres de votre père, qui était préfet en Algérie. Sous-préfet, exactement. Sous-préfet en Algérie. Donc, c'est un bouquin qui a été écrit par Jean-Marie Robert et Hugues Robert. Voilà, j'ai repris en fait tous ses propos, à la fois des notes personnelles, des lettres qu'il a écrites à sa femme ou à ses parents, et puis des notes professionnelles qu'il envoyait, et il disait vraiment ce qu'il pensait. Il faisait pas plaisir aux uns et aux autres, et donc j'ai repris tout ça pour en faire son journal de bord. D'accord. Donc, dans ce livre, il y a deux choses. Il y a le rapport père-fils un peu exacerbé et le témoignage sur la guerre d'Algérie et le rapatriement. Alors, le rapport père-fils, on a essayé de le gommer. On a essayé de le gommer parce que ça sera sûrement l'occasion d'un autre livre, parce que ça aurait mérité un livre à lui tout seul. Mais ça a été plutôt sa relation et son regard sur cette guerre d'Algérie qui s'est poursuivie jusqu'en 1976 pour lui. Alors, c'est une enquête journalistique qui a été faite par vous. Vous avez exhumé ces lettres qui étaient dans la maison de famille à Tournevumir, dans le sud d'Aveyron. Vous avez 68 ans, vous habitez à Rodez, vous avez 5 enfants. Vous avez vécu donc entre 54 et 62 au Maroc puis en Algérie. Vous avez eu une enfance, comme vous l'expliquez dans le livre, splendide. Vous étiez dans un pays de cocagne. Et puis ensuite, le rideau est tombé et vous avez été confronté à la misère de la guerre. Exactement. Ouais, c'était à la fois paradisiaque parce que c'était mes premiers jours d'école et j'étais heureux avec les petits Kabyles puisque j'étais le seul européen dans ma classe et je me régalais avec les petits Kabyles, mais aussi j'étais confronté d'une part à la misère. J'avais jamais C'était un peu effroyable, hein, des petites choses de la vie quotidienne. D'ailleurs, petite anecdote, par exemple, moi j'avais les chaussures cirées et tous les matins, je salissais mes chaussures avant de partir à l'école parce que je trouvais ça scandaleux d'avoir des chaussures propres. Voilà, donc j'ai connu effectivement les attentats de l'OAS, le bruit de la guerre. Voilà, donc de 62 à 68, donc vous rentrez en France. Vous retrouvez dans une France froide, pas accueillante. C'est un peu compliqué. Vous redoublez votre 6e, votre 5e, votre 4e. C'est à peu près ça. Je refuse de travailler. En 68, vous faites une tentative de rentrer au petit séminaire. Et puis vous devenez militant à la LCR de 68 à 78. De 71, 72 à 78, c'est ça. Puis service militaire, c'était pas votre truc non plus. Vous êtes retrouvé en hôpital psychiatrique. Alors, service militaire, c'était quelque part mon truc, au sens où j'étais antimilitariste, mais j'aimais la bagarre. Et puis je le connaissais. Mais il se trouve que mon capitaine, qui s'appelait Barbarin, le frère de Monseigneur Barbarin, m'a fait jouer la guerre d'Algérie. Et là, ça a été la petite goutte qui a fait déborder le vase. J'avais pas du tout envie de jouer cette guerre-là. Bon, en 88, vous faites une psychothérapie pour vous réconcilier avec votre père. Alors, c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas tout à fait ça. Je fais effectivement une psychothérapie suite à la mort d'une de mes filles dans mes bras et qui m'a renvoyé à des images de la guerre d'Algérie et des images effectivement d'une petite fille qui était morte dans une ferme. Et cette image-là me revenant, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête, mon petit Hugues. Il va falloir que tu ailles voir creuser dans ton fort intérieur. Bon, ensuite, vous avez une carrière professionnelle très remplie. Vous avez créé une agence de voyage à Toulouse qui a eu un grand succès.
Vous avez ensuite créé une collection de magazines, dont Aveyron Magazine, qui a eu aussi un grand succès. Et à part ça, aujourd'hui, donc vous écrivez depuis quelques années. Vous avez arrêté le magazine et vous écrivez depuis quelques années. Vous avez écrit plusieurs livres. Oui, j'ai écrit quelques opuscules romans-réalité qui dénonçaient, entre autres, l'harcèlement moral, l'harcèlement sexuel d'un maire d'une cité qui est pas très loin de l'Aveyron. D'accord. Voilà, vos passions, cultiver son jardin, recevoir ses amis, accompagner sa femme qui fait du violoncelle, Et qui boit bien du chablis aussi. et accueillir, et accueillir vos hôtes dans votre gîte à Tournemire. Exactement. Voilà, donc avant de passer aux questions et de vous passer à la moulinette, on va revenir sur le prochain numéro de La Glorieuse, donc le 975. Bayargues, le parc Mutiglis qui fait des vagues. Ensuite, un autre article sur Castelnau-le-Lez et le chemin de l'Ardé, une nouvelle autoroute. Et sur une promotion immobilière aussi à Montpellier où on abat des arbres pour laisser place à un immeuble très important et qui fait beaucoup de vagues dans le quartier. Voilà, ça c'est à la une du prochain numéro avec d'autres choses très croustillantes. Voilà, dans les kiosques mercredi. Hugues Robert, voilà. Combien de temps avez-vous travaillé pour pondre ce bouquin qui fait à peu près 300 pages, 308 pages exactement. Voilà, avec quelques photos, mais pas beaucoup. Hein. Ouais, pas suffisamment, mais je voulais rendre hommage à certaines personnes qui sont inconnues. J'ai mis en fait 4 ans. 4 ans parce que j'ai mis quasiment un an pour déchiffrer, défricher tout. Il y avait plus de 2000 à 3000 documents confidentiels, secrets, lettres, etc. L'écriture de mon père et tout. Et puis j'ai mis quasiment un an, 2 ans à retrouver les gens dont ils parlaient. Alors des fois leurs enfants et des fois eux-mêmes. Voilà. Et puis j'ai écrit longuement, et puis après il a fallu complètement réécrire et repenser complètement parce que il y avait une relation affective avec mon père qui faisait que j'avais aussi du mal à me départir de cette relation-là. Parlez-vous, moi, de cette malle dans laquelle vous avez trouvé à la fois des mémoires de famille et puis l'histoire un peu de la France, ce qui s'est passé en Kabylie à cette époque-là. Ce qui est elle était où cette malle? Elle était dans ma cave. Et ce qui est incroyable, c'est que bon, j'ai hérité un peu, je crois par hasard, mais il n'y a pas de hasard. Il y avait une grosse malle et puis une grosse valise. Et je l'avais laissée dans ma cave. Elle m'avait suivi dans mes déménagements. Et quand j'ai pris ma retraite, j'avais écrit une lettre à un député LREM qui était un petit, pour moi, un petit opportuniste, un petit arriviste, un petit tourne-veste. Et donc, je lui avais écrit une lettre ouverte à une pantoufle. Et j'avais décidé d'arrêter tout travail journalistique autour de ces infâmes personnages. Et je suis allé dans ma cave, j'ai sorti cette malle, j'ai mis tout sur la salle à manger et j'ai tiré une lettre au hasard, vraiment au hasard. Et cette lettre, c'était une lettre que mon père avait écrite au député FLN, Aoudjan, le docteur Aoudjan. Et c'était une lettre vraiment à la fois d'insulte, qui ressemblait, qui faisait écho à la lettre que j'avais écrite. Et puis je me suis mis à pleurer. J'ai dit mais c'est pas mon père ça, c'est pas possible. Et effectivement c'était lui qui était en train de se moquer d'un député FLN qui avait léché les bottes d'un colonel et qui avait refusé de mettre en examen un militaire qui avait torturé. Donc à partir de là, j'ai dit mais c'est pas possible, et j'ai fouillé dans cette malle. Je suis tombé sur une lettre du général de Gaulle, sur une lettre de Germaine Tillon, sur des lettres de Papon, de personnages de l'histoire que je connaissais comme ça, abstraitement. Et voilà. Et à partir de là, j'ai plongé et je suis rentré dans cette histoire. Expliquez-nous pourquoi votre père était atypique. Ben, je pense qu'il était atypique d'une part parce qu'il avait des convictions. Il avait, j'ai envie de dire, une foi, puisque ça aussi, c'est un petit peu le secret que je dévoile en avant-propos, c'est que mon père, de 40
44 à 47, a été moine cistercien. Il est rentré dans les ordres, mais il n'a pas fait ses vœux perpétuels. Et donc, il était extrêmement croyant. Et je crois que c'est ça qui a fait, et c'est cette expérience plus que sa foi, cette expérience du quotidien reclus pendant justement la Deuxième Guerre mondiale, puisque c'était 44 à 47, qui a fait qu'il avait un regard particulier sur les gens et sur les autres. Il avait une distance, il n'avait pas peur, il n'était pas soumis, il avait une pensée autonome, et il disait ce qu'il pensait. Voilà. Parce que vous avez une famille de hauts fonctionnaires, un grand-père et un oncle amiral. Non, j'ai plusieurs. Mon grand-père était colonel, mais alors là aussi, c'est une histoire assez drôle. Amiral, non? Mon grand-père était colonel Oui. dans l'aviation, Oui. donc dans l'aviation, et ses frères étaient amiraux. Ah, d'accord. Étaient amiraux. Et l'un a été plutôt pétainiste, mon grand-père, et les autres étaient gaullistes. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans la résistance, alors que l'autre... donc ça faisait des réunions de famille assez particulières déjà. Pourquoi avez-vous... Il y a des belles pages dans le livre où, à Akbou, là, donc, dans la vallée du fleuve le Souman, vous semblez avoir la nostalgie de ce lieu. Ben, ce lieu d'une part était magnifique, mais en même temps c'est un haut lieu historique, puisque c'est la vallée de la Soumam, c'est entre Béjaïa et Bouira, hein, dans le département de Sétif. Ce sont des magnifiques montagnes, et c'est effectivement une rivière, la Soumam, qui est très fertile. Voilà. Et cet arrondissement a la particularité d'avoir été le haut lieu du FLN. C'est là qu'a eu lieu en août 56 le congrès du FLN. Donc, qui a été un territoire à la fois révolutionnaire dès le départ, et qui a un peu humilié l'armée française. C'est pour ça que l'armée française s'est vengée, et quand mon père a été nommé dans la vallée de la Soumam, on lui a dit attention, ça va être terrible, parce que c'était une région qui était réputée pour sa combativité, et qui avait pu réunir tous les gens du FLN en 56. Et votre père sous-préfet a aidé de nombreux harkis. Alors mon père, justement, là où il est atypique, c'est que d'une part, il était partisan de l'Algérie française, excusez-moi, de l'Algérie algérienne et pas de l'Algérie française. Ensuite, il a combattu, il a mis en examen des militaires. Ensuite, il a lutté contre les camps de regroupement. Il a même fait venir le commandant Florentin, et sous la conduite du général Parlange, qui était très connu à l'époque, et il lui a dit regardez ce que vous faites. Vous avez libéré les camps nazis. Ce que vous faites, c'est pire que cela, puisque 25% de la population était confinée dans des camps qu'on avait enlevés de leur montagne et de leur village pour les mettre dans des camps. Et donc, partisan de l'Algérie algérienne, quand De Gaulle a décidé d'abandonner, et c'est Mesmer et Jox qui ont donné l'ordre de laisser les harkis, c'est-à-dire les civils qui avaient été élus, puisqu'il ne faut jamais oublier que l'Algérie, c'était des départements français depuis 1830. Donc quand le gouvernement français a décidé d'abandonner les harkis, mon père a dit non, il n'en est pas question, ils vont se faire massacrer. Et il avait eu cette expérience au Maroc, puisqu'il avait été au Maroc, et il avait été contrôleur civil, et il s'occupait de tribus au Maroc, et il avait vu ce qui était arrivé aux Marocains qui avaient été abandonnés. Donc pour lui, il était hors de question d'abandonner les harkis. Donc il a fait passer ses principes moraux avant les principes de l'État. Absolument. Il l'a dit. En plus, il l'a dit. Il l'a écrit. Il l'a écrit comme il avait écrit que les camps de regroupement qui étaient en Algérie, jamais les Algériens ne pardonneront à la France ce que nous avons fait. Et de la même façon, pour lui, c'était le plus grand déshonneur que d'abandonner les harkis qui étaient d'abord des citoyens français, et qui avaient une autre idée, pas forcément une idée d'ailleurs d'Algérie française comme certains veulent nous le faire croire, mais avaient une vision de l'Algérie algérienne en liaison avec la France. Et pourquoi les politiques n'ont pas suivi à l'époque?
Bon, je vous dirais par lâcheté. Hein, le général de Gaulle, c'est on abandonne tout et on jette tout. On se renie totalement. Mais les politiques, c'est le propre des politiques de donner des ordres aux uns, mais de jamais assumer la responsabilité de ce qu'ils font. Vous avez un exemple là, de ce qu'a fait votre père pour dire non au racisme colonial? Ben oui, il y a d'une part, par exemple, les conditions, les conditions de vie. Je n'ai pas de semoule ici, mais j'aimerais vous présenter 1 kilo de semoule. On donnait 1 kilo de semoule à une mère qui avait 4-5 enfants pour vivre durant le mois. Mais il a hurlé. Il a hurlé. Il a dit, mais c'est pas possible. Les conditions pour obtenir des couvertures, et c'était impossible aussi. Ce racisme colonial a été fait en Algérie et s'est poursuivi lors de l'accueil des Harkis en France, dans des camps, que ce soit Rivesaltes, que ce soit Bias, que ce soit Saint-Maurice. À Saint-Maurice, ce racisme colonial était ancré, je dirais, dans la population française. Vous m'avez dit tout à l'heure que l'histoire de la guerre d'Algérie est racontée soit par les Pieds Noirs, soit par les Algériens. Pourquoi tant d'ambiguïté encore aujourd'hui? Parce que on est toujours quelque part dans la nostalgie, comme ils disent. On est encore dans la nostalgie de l'Algérie française. Bon, quand même, Ouais. 60 ans après. 60 ans après, ce vote est important pour certains. D'ailleurs, est-ce bien un hasard si Zemmour, d'ailleurs une partie de la famille Zemmour, alors je ne sais pas si c'est la même branche que celui qu'on voit à la télévision, mais mon père a aidé la famille Zemmour qui habitait à Gbou. Donc c'est aussi cette nostalgie. Madame Le Pen est quand même la fille d'un militaire qui s'est vanté avoir torturé. Donc je crois que quelque part, on n'a pas arrêté, on n'a pas fait un vrai regard sur cette guerre d'Algérie qui date depuis 1830. C'est quoi le problème de fond avec l'Algérie? Le problème de fond, je crois que c'est un colonialisme de peuplement qu'on n'imagine pas. Quand on voit le maréchal Bugeaud, quand on voit tout ce qui s'est réalisé, tous les généraux et colonels, maréchaux qui ont conduit cette conquête de l'Algérie, mais jusqu'à Napoléon III, jusqu'à la Troisième République, jusqu'à la Quatrième République, on s'aperçoit qu'effectivement, on n'a jamais eu un colonialisme aussi féroce que celui envers les Algériens. Et donc ça voudrait dire qu'aujourd'hui on n'est pas encore sorti de cette situation. Voilà, il y a une espèce de... Par rapport à ce qui s'est passé avec la Tunisie et le Maroc, je veux dire, on a l'impression que... D'une part, ça n'a rien à voir. Puisqu'on a été 40 ans, je dirais, au Maroc et en Tunisie. En plus, c'était pas un statut de colonie et de département français. Par contre, on a été 132 ans, donc ça fait 4 générations. Aussi forcément des pieds noirs. Il y a eu en Kabylie, il y a eu des révoltes en 1848, il y a eu des révoltes en 1858, il y a eu des révoltes en 1871. Cette histoire n'est pas finie. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui encore, quand je vais en Algérie, on me dit mais la France est toujours là. Alors je leur dis mais non, ça fait 60 ans que vous avez pris le pouvoir. Et puis en réfléchissant, je dis mais ils ont peut-être raison, parce que le système que nous avons mis en place pendant 132 ans est resté, et que c'est des militaires français qui ont donné aux militaires algériens de l'extérieur, qui venaient de l'extérieur, le pouvoir, et qu'effectivement les mêmes structures sont restées. Et aujourd'hui, c'est pas un hasard si en Algérie, ce sont encore des militaires qui gouvernent les Algériens. Les Algériens, les pauvres Algériens, le peuple algérien n'a connu 132 ans de militaires français, plus 60 ans de militaires algériens. Effectivement, c'est un pays riche, fertile, avec des gens d'une qualité
exceptionnels, accueillants, bienveillants, généreux. Et puis, mais ils ont à leur tête depuis, je dirais, 192 ans, des militaires à leur tête. D'abord des Français, ensuite des Algériens. Vous avez, dans le bouquin, là, vous dites, bon, le problème des harkis est le problème central aussi. Je dis que le jour où on comprendra que la clé de l'amitié franco-algérienne, ce sont les harkis, le jour où on comprendra que ces gens n'ont pas choisi la France, ils étaient citoyens français. Et moi, je prends par exemple l'assassinat d'Hossein Maloum à Akbou, le maire d'Akbou, et c'est un non-sens. Il a été élu maire après d'ailleurs un Français, il a été élu maire, il a tout fait pour le peuple, il aidait, il était pour l'Algérie algérienne, il contribuait financièrement au FLN, mais il a été massacré parce que effectivement une fraction des dirigeants du FLN ont fait le choix de la révolution, mais disons d'un clan, et du clan des militaires, des clans de Oujda, de Boumedienne, de Ben Bella, contrairement au clan, à la population et au peuple. Voilà, donc je crois qu'effectivement, cette guerre d'Algérie n'est pas encore finie, et tous les massacres qu'il y a eu dans les années 90, c'est le fruit aussi de cette histoire que personne n'a regardé en face. D'ailleurs, ni les Français, qui, comme je le dis effectivement, les partisans de l'Algérie française, les pieds noirs, racontent une histoire, mais oublient que c'est le peuple algérien, à la fois les fellahs, les paysans, mais, et parmi eux, il y avait des harkis, qui étaient effectivement, j'ai envie de dire, des combattants réformistes ou des combattants réalistes, mais qui n'étaient pas pour l'Algérie française, qui étaient pour l'Algérie algérienne en liaison avec la France. Vous préparez un prochain livre ? Peut-être le livre du livre, c'est-à-dire de toutes les rencontres que j'ai pu faire, à la fois en Algérie et à la fois en France, de gens qui m'ont accueilli formidablement et qui m'ont révélé l'histoire de mon père. Et puis peut-être j'avais envie d'écrire le rire du chacal. C'était le rire que j'avais enfant et l'histoire de mon père, puisque de la relation avec mon père qui a été des fois très tendue, du fait, je pense, de cette guerre d'Algérie et surtout du silence, car c'est le silence qui a empêché, et c'est le silence qui continue d'empêcher les bonnes relations entre le peuple algérien et le peuple français. Est-ce que vous êtes réconcilié avec votre père ? Je me suis réconcilié avec mon père, j'ai envie de dire, 3 mois avant qu'il meure. Et ça a été à la fois formidable, et ça a été à la fois très cruel, parce qu'on n'a pas eu le temps de mettre en place, je dirais, cette réconciliation et ces échanges. Il aurait été fier de vous de voir ce bouquin Je crois que quelque part, je suis réellement son fils, et malgré mes combats qui semblent être opposés aux siens, je pense que cette exigence morale, cette exigence d'intransigeance face aux politiques, il faut dire que mon père, plus tard, a été mêlé à l'affaire, à d'autres affaires dans le Var, etc. Et il a toujours été écœuré par le monde politique et son mode de fonctionnement. La morale, la vérité des choses a toujours été toujours son guide premier. Il y a d'autres caisses dans votre grenier là ? Il y en a d'autres, il y a encore d'autres choses, sur l'affaire Boulin par exemple, sur l'affaire Arex, sur d'autres affaires, mais bon, on en reparlera plus tard. Très bien, je vous remercie. Moi aussi.